Merci à nos intervenants. Il est venu le temps des questions, donc il y a des micros qui ont circulé dans la salle. Est-ce que vous avez des réflexions qui viennent à l'esprit, des questions à nos intervenants, des témoignages de l'ordre de la promotion de la bientraitance, de la lutte contre... Voilà une réponse, merci, vas-y. Vous vous présentez brièvement, posez bien le micro sur votre menton. Bonjour, Merci. Julie Amar, je suis psychologue dans un établissement médico-social IME CESAD et je suis depuis cette année référente bientraitance sur le site où on va essayer de mettre en place des actions de promotion de la bientraitance et je me pose beaucoup de questions sur comment les installer quand on n'a pas de temps alloué nécessaire pour créer des espaces de réflexion, des commissions, pas de moyens non plus spécifiques. Avec l'huile de coude, on peut faire plein de choses, c'est pas le souci, mais c'est comment on organise les choses pour avoir du temps, un espace de réflexion sans temps dédié. C'est peut-être l'objet de l'atelier de cet après-midi. Vous voulez répondre Effectivement, il ne s'agit pas juste d'afficher une démarche sans réussir à l'incarner, l'intégrer dans les pratiques. Alors une fois qu'on a dit ça, le contexte aujourd'hui, il est quand même très très complexe, ne serait-ce que pour libérer un peu de temps des professionnels pour ces sujets-là. Mais en fait, il est possible, alors, dans ce que présentera Marion et puis dans l'atelier de cet après-midi de Miguel et Aurélien, il y a des pistes qui sont possibles. C'est-à-dire que le temps, c'est pas forcément beaucoup de temps, et le temps, c'est pas forcément de réunir tout le monde sur 1 heure et demie ou 2 heures de réunion. En fait, il y a des modalités d'expression qui peuvent être mobilisées. Il y a la digitalisation. Alors même si c'est pas le mieux, mais en tout cas, il y a des modalités pédagogiques qui permettent peut-être d'optimiser ce temps-là et surtout de faire en sorte qu'il reste le temps qu'on consacre physiquement, ce soit du temps de réflexion. Et il faut investir en fait d'autres modalités, d'autres approches. Par contre, absolument pas du tout de temps. Oui, ça me semble complexe quand même. Pouvoir animer une démarche sans pouvoir libérer ne serait-ce qu'un peu de temps de professionnel ou même du temps pour travailler sur la thématique, ça ne peut être qu'une action de façade et pas une action intégrée dans la pratique. Alors, on a mis une commission bientraitance en place qui va se réunir 4 fois dans l'année, je crois. Mais après, on s'est donné des missions dans cette commission et pour ces missions, il n'y a pas de temps spécifique de libérer, surtout qu'on est tous de services différents. C'est toujours cette question d'organisation aussi. Il est certain que l'institution doit prendre la décision quelque part. Et une des missions que peut se donner ce groupe, c'est de porter auprès de l'institution la nécessité éventuellement de faire dégager du temps, peut-être. Et j'évoquais tout à l'heure la question des valeurs et des objectifs. Quand on parle de valeurs et d'objectifs, normalement, c'est porté au sein du projet d'établissement ou du projet de service. Donc c'est concrètement comment les valeurs et les objectifs qui sont fixés, on arrive à les mettre en œuvre au quotidien auprès des professionnels. Alors c'est très très complexe, mais je crois qu'il faut réfléchir justement avec l'institution, avec les directions, les chefs de service pour voir comment c'est possible dans un contexte contraint et puis quelque part aussi négocier des temps de rencontre avec les équipes. De pas forcément demander aux équipes de venir nous voir, mais d'aller à la rencontre des équipes. Et puis on l'a pas abordé ce matin, mais on l'abordera dans les ateliers. Il y a aussi les patients et les personnes accompagnées, les représentants d'usagers, les associations de patients qui interviennent dans les établissements de santé, les bénévoles qui interviennent auprès des professionnels au sein des structures médico-sociales, qui sont des vrais vecteurs aussi des messages et qui peuvent aller à la rencontre des équipes pour dire un mot, sensibiliser. C'est pas que de la responsabilité. Quand on disait que c'est pas que de la responsabilité professionnelle, c'est vraiment tout le monde est concerné et bien entendu les personnes accompagnées, les patients et leurs représentants aussi. Il y a une autre question là Bonjour. Donc, je suis Virginie chez Dotal. Je suis psychologue remplaçante à l'EHPAD Fleur des Champs à la Planche. Et je voulais parler de ce qu'on avait mis en place. Nous, on a mis des petits temps d'échange à la demande des salariés, des soignants, mais pas que, aussi des agents hôteliers.
de 30 minutes qui au départ était toutes les semaines et puis on a eu une épidémie de Covid donc ça s'est un peu espacé. Et personnellement je trouvais que ça vienne des salariés, ça avait une toute autre énergie. Et là où ma question elle se situe, c'est que nous, on a fait la démarche inverse. Donc, c'est venu de la réflexion des salariés. Et finalement, on s'est posé la question, mais qui va savoir qu'on fait ça? Donc, il faut qu'on soit dans le questionnement de s'il y a un contrôle, il faut qu'on montre qu'on fait bien. Et c'est là où moi, ça m'interpelle. On est toujours obligé d'être dans se dire, on fait bien, on fait beau, mais en fait, c'est hypocrite parce que le fondement, finalement, les salariés les soignants, les agents hôteliers ont cette envie de réfléchir sur des situations et on s'est posé la question inverse de il faut qu'on montre parce qu'on va être contrôlé un jour qu'on fait de l'éthique. Donc moi, c'est plus là mon questionnement. Contrôle, inspection, contrôle de la commission d'éthique, contrôle des salariés, ça m'interpelle personnellement. Oui. Je pense que vous avez tout pointé. En effet, la question, je pense que tout le travail qui peut être conduit autour d'espaces éthiques au sein de structures, c'est pas des espaces prétextes ou des espaces. Et ça, je pense que lorsqu'on justement réalise des missions d'inspection, mais j'irais dire au-delà même des missions d'inspection qu'on peut réaliser, je pense aussi aux évaluations de qualité et les visites des experts visiteurs. Vous le savez, aujourd'hui, il y a un changement complètement de pratique où on ne regarde plus le process lui-même, on ne regarde plus finalement uniquement les moyens mobilisés mais le résultat. Donc on va voir le résident, on va voir les notions de patient traceur, vous savez, qui ont été décuplées, donc pour vraiment analyser les impacts. Et je pense que c'est ce type de démarche qui va venir, entre guillemets, ce qui va inviter à crédibiliser un petit peu toute l'approche et qui donne du sens, ce que vous disiez madame. Enfin, si on engage un espace éthique ou une réflexion éthique dans un établissement, il faut que c'est du sens et il ne faut pas que ça soit du prétexte ou vraiment pour... et ça, je pense que c'est les solutions du passé, quoi. Très concrètement, il faut réussir vraiment à engager la démarche. Alors j'entends aussi ce que disiez sur la question des moyens, vous avez raison de le dire, parce caché derrière son petit doigt, on sait très bien qu'aujourd'hui, ce que je disais en introduction, vous êtes soumis à des contraintes qui sont inédites sur le volet RH, donc c'est pas simple pour des directions d'établissement, pour des cadres de pouvoir dégager du temps, mais je pense que malgré tout, pour avoir eu des expériences encore passées, là, quand on initie cette démarche, c'est pas possible, on n'a pas le temps. Ça commence toujours comme ça. Et pour être en établissement, c'est exactement la réflexion qu'on s'était posée. Et en fait, finalement, je pense que nous, on y est arrivé, à l'époque, l'établissement, parce qu'on essaie de rationaliser les choses, vraiment faire en sorte, et ce que disait Noémie très justement, combien de personnes sont mobilisées sur ces questions-là, quel est le process pour saisir cet espace ou cette consultation éthique. Enfin, c'est toutes ces questions-là qui rendent finalement les choses possibles, avec peut-être pas forcément beaucoup de temps de personnes. Il faut du temps, clairement, il faut se le dire, il faut quand même du temps, mais pas forcément autant que l'on aurait pensé, à partir du moment où les choses sont organisées. Et honnêtement, c'est un vecteur de transformation considérable. À partir du moment où on crée ces espaces dans les structures, moi j'en suis profondément convaincu, on donne un espace d'expression et on n'est plus, madame, ce que vous disiez, dans une notion de prétexte, on est vraiment sur la question singulière du patient ou du résident. Je pensais avoir été maltraitant avec cette personne, ou on m'a dit que je l'étais, enfin ma famille, voilà, ça trouble énormément, et je pense que quand on arrive à porter un regard, lors de consultation, un regard sur ces questions-là croisées, pour reconforter le professionnel dans sa pratique, ça a aussi un effet systémique au trait de la structure. Bon, c'est évident, c'est le sens, mais ça fait que vous allez le dire, c'est qu'après, ces choses-là, évidemment, sont partagées entre professionnels et ça vient conforter les professionnels dans leur pratique, en tout cas donner des réponses qui vont au-delà de la situation singulière, me semble-t-il. Mais là, je ne suis pas dans mon domaine, vous êtes bien mieux placé pour moi pour le dire. Voilà. Juste peut-être pour compléter, pour dire que des espaces où on s'interroge, où on se questionne, c'est pas du temps perdu. On nous renvoie souvent à l'idée pour certains professionnels ou certaines directions que un espace qui produit pas de solution, ça sert à rien. Voilà, ça on l'entend souvent. Pour autant, vraiment avoir des espaces où on va remettre du sens, ça a un impact. Évidemment, c'est quelque chose qui va être très très précieux. C'est difficile de l'évaluer cet impact. Alors effectivement, je pense que si on devait essayer de trouver la procédure qui permettrait de montrer les effets d'un espace éthique sur un établissement, sur des pratiques, on serait un peu embêté, parce que là, on est sur aussi des choses qui sont parfois de l'impalpable, mais il y a un vrai impact. Tout simplement avoir des espaces où on va remettre du sens sur ce qu'on fait, c'est quelque chose qui est profondément précieux. Et d'argumenter sur le fait que c'est pas du temps perdu,
Peut-être qu'un espace qui ne produit pas de normes, qui ne produit pas forcément une procédure ou des décisions, c'est aussi quelque chose qui vaut le coup. C'est des choses qui peuvent s'argumenter et je pense que c'est de plus en plus passé aussi dans les esprits, cette dimension et cette idée-là. Et, il faut pas oublier que le temps investi, même le peu de temps investi sur ces sujets, c'est du temps de gagner quand il nous arrive un pépin ou un gros événement. Parce que là, l'énergie à déployer pour accompagner les personnes accompagnées, les patients, les proches, les équipes, tout le volet managérial, ça c'est énormément de temps et ça a un coût qui est probablement beaucoup plus important que le temps investi quotidiennement pour les démarches de promotion, de bientraitance ou de réflexion éthique. Je voulais revenir sur la notion de contrôle. Moi, je parlerais plus de valorisation. Il est certain, on le sait bien, les temps informels sont importants, mais les temps informels ritualisés sont aussi à valoriser, comme des temps qui sont intégrés dans la pratique. Alors pourquoi pas tant pour avoir une bonne note auprès de la Haute Autorité de Santé ou lors d'inspections de contrôle, mais le fait de le valoriser, c'est le rendre pérenne. La question du turnover, c'est pas qu'auprès des professionnels, c'est aussi au niveau managérial, c'est aussi au niveau des directions. Et on sait bien que la stabilité des organisations, c'est un vœu pieux. On n'arrive pas à stabiliser nos organisations. Mais par contre, quand on a intégré dans les pratiques organisationnelles des fondamentaux, par exemple le temps de 30 minutes tous les 15 jours ou tous les mois, et que ça c'est institutionnalisé et valorisé dans l'institution, ça a beaucoup plus de chances d'être pérennisé que si c'est des temps informels qui, par définition, n'existent pas dans l'organisation et dans les pratiques. Donc je pense qu'il faut vraiment le voir comme une opportunité de valorisation et une opportunité pour l'intégrer de façon pérenne dans les organisations institutionnelles. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on voit bien dans l'instabilité qui est croissante et qui est de plus en plus rapide, c'est ces fondamentaux qu'il faut vraiment institutionnaliser parce que on oublie vite. On a bien vu sur les 3 dernières années, quand on a arrêté un certain nombre de démarches, notamment les démarches qualité, on a maintenant, alors ça reprend, ça a repris dans beaucoup d'endroits, mais on voit que c'est pas si simple que ça, et on a oublié que c'était existant depuis longtemps. Et en 2023, on reparle encore de fondamentaux qui nous semblaient pourtant installés en 2019 et 2020. C'est acquis qui partent assez vite finalement. En termes de plutôt que de contrôle, et évidemment, on pourrait parler effectivement, comme l'a dit Noémie, de valorisation. Et le fait peut-être d'inviter soit des personnes accompagnées, soit quelqu'un de la direction à une réunion pour voir ce qui s'y passe. Ça peut permettre que ce soit intégré. Enfin, c'est une solution parmi d'autres. Je pense que Marion vous en donnera plein d'autres et fournira des outils. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Non ? Après, 2. Moi, j'ai une question un petit peu... Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, je suis Céline Emerio, je suis directrice d'un EHPAD, un petit EHPAD qui accueille 48 personnes âgées en Vendée. Dans le cadre de notre mise en place de notre politique qualité, on a instauré effectivement, nous aussi, un comité d'éthique et de bientraitance au sein de l'établissement qui se réunit 4 fois par an. Nous avons des professionnels constituent le comité et ça repose sur leur bon vouloir. C'est eux qui ont choisi d'être référents bientraitance. Nous avons mis en place une fiche de mission pour cadrer en fait leur rôle. Et on voit bien que dès qu'on aborde le sujet en fait d'être vecteur des bonnes pratiques auprès des professionnels qui vont être leurs collègues, que c'est pas si simple que ça. Parce que, en fait, concrètement, il y a comme une histoire de positionnement hiérarchique qui existe. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ou de moi, je connais ce qui est bien et qui n'est pas si simple que ça à mettre en place auprès de leurs collègues. Est-ce que vous avez des retours d'expérience à ce sujet pour que ça se passe bien ?
C'est une question qui va se transformer en réponse, peut-être? Non, mais Miguel Jean. J'avais un commentaire à faire sur l'étape précédente, puis je réponds après à celui-là. Juste revenir sur ces temps-là. Là, tu l'as dit, Noémie, la qualité doit primer sur la quantité. Le temps passé peut être réduit pour peu qu'il soit consacré de façon pertinente à la réflexion. Premier point. Puis deuxième point, la réflexion ne s'arrête pas à la fin de la réunion. Hein, ça peut être un moteur, justement, qui vienne s'installer. Tu as parlé d'une culture. Je trouve le mot très approprié. La culture, elle peut irriguer comme ça dans le temps, à partir de ces points de rencontre. Puis pour revenir à ce que vous disiez, Madame Mario, je suis d'accord, c'est compliqué. Par contre, il faut essayer d'éviter cette position en surplomb qu'on évoque souvent dans les groupes éthiques. C'est pas parce qu'on a été acculturé à une démarche qu'on devient expert de cette démarche. Et au contraire, il faut garder, moi j'en suis convaincu, une réelle modestie en permanence, une forme d'humilité face à des situations qui sont éminemment complexes, où peut-être on peut avoir un petit plus étant sensibilisé, mais enfin, on n'est pas plus malin que les copains, pour dire les choses brutalement. Oui. Ici, là quelqu'un qui a déjà le micro, présentez-vous. Oui, bonjour, Fanny Salé, je suis directrice de l'Institut public Au Sens à Nantes, qui est issu de la fusion de l'Institut des Hautes-Ébaudières à Vertou et de l'Institut de la Persagotière à Nantes. On accompagne, nous, des enfants et des adultes en situation de handicap sensoriel, trouble du spectre de l'autisme. Et ma question, elle est aujourd'hui autour de la transformation des environnements dans lesquels nous accompagnons ces enfants. On a beaucoup parlé ici d'une approche qui est institutionnelle. Donc, on imagine des murs, des équipes qui sont présentes sur place, des patients, des usagers présents dans les lits. Mais une partie de l'activité médico-sociale se déploie aujourd'hui sur l'environnement de droit commun. En particulier au sens vers les écoles, l'éducation nationale, vers les entreprises. Et ce qui nous questionne beaucoup, ce sont aujourd'hui tous les retours de professionnels qui viennent dire leur souffrance à intervenir dans des milieux qui n'ont pas du tout réfléchi sur ces questions de maltraitance, avec la peur du regard, du jugement, en particulier des équipes enseignantes sur les accompagnements des enfants. Et ma question, elle est comment on pourrait soutenir ces équipes mobiles, ambulatoires, dans la réflexion portée sur des environnements vécus comme étant maltraitants pour les enfants. Et de prime abord, leur première remarque, c'est de dire, mais tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, comment vous voulez qu'on intègre cette démarche-là dans notre quotidien si les enseignants éducation nationale n'ont rien compris aux questions de handicap? Et voilà, donc nous, c'est ce qui crée aujourd'hui beaucoup de biais pour impulser pleinement une vraie réflexion sur cette culture de la bientraitance. Alors, je ne vais pas vous apporter de réponse parce que je les ai pas, mais en tout cas, c'est un sujet qui a été longtemps débattu et abordé lors des travaux sur le vocabulaire partagé, sur les éléments de définition sur la maltraitance et qui a fait l'objet de nombreux débats et qui est porté. Florent Pouget a abordé des axes autour des luttes contre les maltraitances. Il y a tout un axe dans le droit commun que vous abordez qui sont en cours de travaux. Et, ce que je sais, c'est que la Haute Autorité de Santé, dans sa dimension sociale et médico-sociale, a été saisie pour travailler sur le sujet et voir comment ça dépassait les frontières institutionnelles. Puisqu'on va de plus en plus on parle de parcours des personnes et du coup le parcours il s'arrête pas aux frontières d'une structure médico-sociale ou sanitaire, et comment on fait que cette question on parle de la même chose et l'accompagnement est dans une démarche bienveillante et juste pour la personne tout au long de son parcours. C'est un sujet qui est porté au niveau national. Mais ça fait l'objet de nombreux débats. C'est comment on arrive à entrer dans des domaines qui sont pas du même niveau de culture sur ces sujets-là que le secteur du social, du médico-social ou de la santé. Une dernière question. Oui, bonjour, Marie-Gabrielle Tiec, je suis directrice d'EHPAD dans le centre-ville de Nantes. Moi, je voulais revenir sur la notion de moyens, sans être polémique. Alors, nous, on est accompagnés par Miguel Jean dans le cadre d'un collectif éthique interétablissement 4 fois par an. Donc, c'est quelque chose auquel on croit
Mais c'est pas suffisant. Enfin, 4 fois, c'est pas suffisant. Même si Miguel le disait tout à l'heure, on continue à réfléchir une fois qu'on a refermé la porte de la salle de réunion. On est également accompagné par Calirel dans le cadre du dispositif équipier. Voilà, donc ça c'est très bien. Mais je voulais, au travers de ça, je voudrais quand même rebondir sur une des premières questions, c'est que on y croit, on sait que ce sont des très bons outils. C'est vraiment la notion de moyen derrière ça. Et j'ai envie de dire, entre éthique, bienveillance, bientraitance, ça parle de la notion de qualité. Hein. On n'a pas dans nos organisations et dans les moyens qui nous sont donnés de temps de qualiticien. Donc on s'y colle et c'est un métier. Enfin, pour en avoir encore parlé hier avec Isabelle qui était chez nous, de chez vous. Sur ces questions-là, je pense qu'il y a vraiment à réfléchir dans le cadre des CEPOM sur le fait que ce sont des métiers qui sont indispensables aujourd'hui. Parce que d'abord, on n'est pas des professionnels ni de l'éthique, même si on peut faire de l'éthique. On n'est pas des professionnels de la qualité. Et au regard aujourd'hui, effectivement, des modes dégradés que sont nos établissements, c'est très compliqué. Donc même si on a la volonté de le faire, et pas pour répondre aux inspections, parce que je ne serais plus à mon poste si c'était ça qui me motivait aujourd'hui, c'est vraiment l'idée de bien accompagner et les résidents et les salariés. Je pense vraiment qu'il y a une réflexion dans le cadre des CEPOM à créer des postes interétablissements, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, un qualiticien en EHPAD, il peut accompagner 3 EHPAD parce que les protocoles sont les mêmes, on vit les mêmes choses. Hein. Donc voilà, c'était pour témoigner de ça sans être polémique. Merci. Il y a peut-être une question qui restera, mais qui ne sera pas pour l'instant posée parce qu'on a perdu du temps. Est-ce que vous voulez dire un petit mot, M. Pouget, sur ce thème des moyens à allouer? Non, voilà, moi je vous dis en toute transparence, j'ai tout à fait conscience de ce que vous évoquez sur la difficulté de dégager du temps. Enfin, ça a été dit depuis le début, et vous avez quelque part en creux la réponse. C'est comment on arrive demain à construire des réponses territoriales, parce qu'en effet, un EHPAD ne pourra pas, même s'il est à 80 places, recruter un qualiticien, c'est absolument impossible. Et donc la question, c'est la mutualisation des compétences. Vous le dites, à l'échelle de territoire, c'est des sujets qu'il faut qu'on aborde avec les conseils départementaux. Moi, je n'ai pas de réponse, mais je pense que vous avez, entre guillemets, dans votre interpellation, un début de réponse à proposer. Et je pense que cette question de mutualisation, ça ne se limite d'ailleurs pas à la qualité, mais aujourd'hui, c'est vrai que les évaluations HAS posent ces questions avec encore plus d'acuité, le rythme d'évaluation, enfin, la mise en branle, et comme vous disiez, la posture des professionnels, très attentifs, ils ont toujours été, mais il y a des effets d'accélérateur, on le voit encore aujourd'hui sur ces éléments-là, nécessitait de repenser les choses différemment, bien sûr, et à l'échelle territoriale en coopération. Merci. Gardez bien en tête votre question, vous aurez sûrement l'occasion de la poser à un autre moment. On va passer la parole à Marion, à remercier nos intervenants de la table ronde qui était ronde. Parfait.